bonjour à tous, bienvenue pour ce retour d'expérience. Nous partons pour La Rochelle. La Rochelle, territoire zéro carbone, donc c'est la stratégie bas carbone à l'échelle d'un territoire. C'est sa déclinaison sur le QPV qui va nous être présentée. Et nous avons le grand plaisir d'accueillir Monsieur Geoffrey Pérussel, chargé de la stratégie bas carbone à la communauté d'agglomération de La Rochelle, et Monsieur Florian Battezzati, directeur technique de Tipeee. Nous remercions Sébastien Boger, Jean-Benoît Cariou, nos experts en rue, qui se sont beaucoup impliqués dans la préparation de cette session. Donc, l'agglo de La Rochelle a développé une stratégie territoire zéro carbone que vous allez nous présenter, avec ensuite un zoom sur la réhabilitation du groupe scolaire Lavoisier, situé dans le quartier prioritaire de Villeneuve. Pour les questions, vous pouvez les poser via le chat, donc dans le fil de discussion, à la petite icône qui apparaît en bas de votre écran, ou en levant la main au terme de la présentation. Dernière petite précision, merci de garder vos caméras et micros fermés pendant la présentation, et je passe tout de suite la parole à Geoffrey Pérussel, c'est à vous. Ok, bonjour à tous. Nous, on a le droit d'allumer les micros et les caméras, c'est bon? Bien sûr. Oui, bonjour. Du coup, effectivement, je travaille à la communauté d'agglomération et j'en charge de la coordination technique du projet de territoire zéro carbone que je vais vous présenter en 5-6 petites minutes. Simplement, je ne sais pas d'où viennent les participants pour replacer La Rochelle. Alors, La Rochelle, c'est pas seulement une ville qui perd en finale, c'est aussi une communauté d'agglomération d'environ 170 000 habitants pour 28 communes. Communauté d'agglomération, première agglo de Charente-Maritime notamment. Qui a été longtemps reconnue en fait comme une pionnière en écologie urbaine, notamment à la faveur d'un de ses maires, qui était Michel Crépeau, maire jusqu'en 1999 et ministre de l'Environnement sous Mitterrand, qui a permis aussi d'impulser pas mal de choses relativement nouvelles en écologie urbaine. On a les premiers secteurs piétonniers qui sont apparus à La Rochelle, on a aussi les premiers vélos en libre service en 1976, donc bien avant les services notamment de Paris ou de la ville de Lyon. Et du coup, dans les années 2018, en fait, profitant finalement de cette dynamique locale et de cet écosystème d'acteurs, on va dire, structurés et engagés, la communauté d'agglomération a saisi l'opportunité de répondre à un appel à projet de la Banque des Territoires pour proposer ce qu'on appelle un territoire d'innovation et de grande ambition. Donc, c'était l'appel à projet TIGA. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans cet appel à projet? Hélène, vous pouvez peut-être passer à la slide suivante. C'était un projet qui visait une chose relativement simple, c'était d'apporter finalement une réponse territoriale face aux enjeux du changement climatique. Et donc évidemment, on s'inscrit dans le cadre des grandes orientations, qu'elles soient nationales ou internationales, donc les accords de Paris, la stratégie nationale bas carbone, et on vise l'atteinte de la neutralité carbone à 2040. Donc, vous voyez, le passage de 2 millions de tonnes de CO2 est estimé en 2019 à 500 000 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre résiduelles en 2040. Et pour ce faire, on a 3 grands leviers d'action. Évidemment, réduire les émissions. Ensuite, augmenter la capacité de nos puits de carbone pour séquestrer. Et puis, une façon aussi de contribuer financièrement à la réalisation d'autres projets, ce qu'on appelle notamment la compensation. Merci d'avoir passé la diapo. Effectivement, on n'est évidemment pas seul, communauté d'agglomération, dans ce grand projet-là. On a répondu à l'appel à projet de la Banque des Territoires avec un consortium que vous voyez s'afficher sur la gauche, donc la ville de La Rochelle, l'agglo, mais aussi La Rochelle Université, le port atlantique de La Rochelle et Atlantec, voilà, le pôle de compétences et d'innovation sur la commune de La Gorge, juste à côté. Et puis, ce consortium s'appuie sur un écosystème de partenaires extrêmement riche, qu'on a estimé environ à 130, que ce soit du public, du privé. Alors, vous voyez un petit peu les grandes typologies de partenaires s'afficher ici. Ensuite, vous pouvez passer. Techniquement, dans l'opérationnel, ce sont 8 grands axes thématiques qui ont été identifiés pour à peu près une 60aine d'opérations. Alors, chacune de ces opérations étant à la fois pilotée, animée par un membre de l'écosystème. Alors, sans rentrer dans les détails, je vais quand même parcourir ces 8 champs thématiques. Alors, au centre, on retrouve la participation citoyenne, évidemment. C'est-à-dire comment on embarque les habitants dans ce projet d'ampleur, comment on fait changer les comportements aussi des usagers. Ensuite vient 5 axes qui sont vraiment comme l'intégration de la sobriété carbone dans les politiques sectorielles. Alors, ce qu'on appelle carbone bleu, c'est notamment comment on améliore la capacité de nos écosystèmes littoraux et de marais à capter davantage de CO2.
un axe qui est sur l'efficacité du bâti et des réseaux, dont Florian Battesati va vous présenter aussi certains exemples très concrets. L'autoconsommation collective photovoltaïque, les nouvelles mobilités, donc comment on s'engage sur des nouvelles façons de se déplacer, des nouvelles motorisations, la transition écologique des entreprises, évidemment, donc intégrer le secteur privé, et puis deux axes un peu d'innovation, avec notamment la gouvernance de la donnée, mais aussi ce qu'on appelle le numérique responsable, donc c'est-à-dire comment on prend conscience de nos impacts numériques et comment on peut les alléger, et puis la coopérative carbone, dont je vais vous toucher un petit mot avant de passer la parole à Florian. La coopérative carbone, c'est un peu finalement ce qui fait le caractère le plus innovant de notre projet. Faites un outil qui a été mis en place, c'est une SIC, une société coopérative d'intérêt collectif, qui a été mis en place officiellement du coup en fin d'année dernière. Et on retrouve au sociétariat de cette SIC les membres du consortium que j'ai cité tout à l'heure, mais aussi des grands partenaires privés. On retrouve Léa Nature, on retrouve Alstom, on retrouve le Crédit Agricole, etc. Et tout ce beau monde, finalement, se retrouve pour deux missions principales qu'on voit s'afficher ici sur l'écran. Une mission d'ingénierie carbone, donc assez classique. Donc, c'est une société qui va proposer des accompagnements à des porteurs de projets, que ce soit sur de la réalisation de bilan carbone, des formations, sur de la stratégie RSE. Mais le côté innovant, c'est plus l'ingénierie financière, en l'occurrence, puisqu'ici, en s'appuyant sur le label bas carbone existant, le label bas carbone national, et en développant de nouvelles méthodes, la coopérative carbone permet en fait le rapprochement entre des porteurs de projets de réduction de gaz à effet de serre et des acteurs qui souhaitent s'engager soit pour participer financièrement à ces actions, soit pour compenser en quelque sorte leurs émissions. Et du coup, la coopérative carbone fait donc ce rapprochement entre acteurs engagés et acteurs souhaitant s'engager quelque part. Donc elle se positionne comme un acteur local du marché de la compensation volontaire et elle vient valoriser des crédits carbone vraiment de manière territorialisée. Voilà, donc en parlant de projets de réduction d'impact carbone à l'échelle locale, ça me permet assez facilement de faire le lien avec la prise de parole de Florian Battesati. Voilà, je te donne le bâton de parole, Florian, si tu veux bien le prendre. Oui, merci Geoffrey. Bonjour à tous. Donc Florian Battesati, je représente la société Tipeee. Donc on est une structure d'accompagnement à l'innovation dans le domaine du bâtiment. On fait de l'accompagnement sur les aspects environnementaux, numériques, et on a également des projets de recherche pour le développement de nouveaux matériaux. Et on a le plaisir de coordonner le volet construction justement du programme La Rochelle Territoire Zéro Carbone, dans lequel on a différentes fiches actions pour viser notamment des réhabilitations exemplaires et réhabilitations bas carbone. On travaille à la fois sur les matériaux, sur l'énergie, sur la formation des acteurs, sur le numérique. Et donc là, on a proposé de vous proposer une opération concrète qui est la réhabilitation du groupe scolaire Lavoisier, qui se trouve dans le quartier Villeneuve-les-Salines, qui fait l'objet d'un PRU. Donc là, vous voyez à l'écran, juste l'image d'avant, pardon, je voulais juste montrer voilà, là on est en phase pro, c'est-à-dire qu'on a globalement terminé les études de conception et qu'on s'apprête à consulter les entreprises. On a déjà consulté l'entreprise de démolition et on s'apprête à consulter les entreprises. Donc c'est bon, vous pouvez passer la slide, merci. Et donc je vais vous présenter très brièvement cette opération. Donc maîtrise d'ouvrage Ville de La Rochelle avec Archi5, cabinet d'architectes, et Egis en bureau d'études, en AMO, donc Tipeee, Puzzle AMO et RU sur la partie réemploi. C'est un projet qui représente 9,5 millions en termes de coûts travaux, 4 500 m² de surface de plancher. En termes de planning, on commence la démolition des amiantages cet été et le projet est prévu d'être livré à la rentrée de septembre 2023. Donc, comme vous le voyez sur l'image du bas, c'est un groupe scolaire qui accueille, qui est composé de différentes ailes, une aile ouest, une aile est, et ensuite deux ailes transversales au sud et au nord. Et au milieu, une forme de patio qui a été comblée par des constructions au fur et à mesure des années et qui faisait déjà une vision un petit peu floue justement des usages du bâtiment en termes de répartition des surfaces. Et donc, vous pouvez passer à la slide d'après, s'il vous plaît. Et donc, les enjeux du projet,
Ils ont été déjà co-construits de manière collaborative, c'est-à-dire qu'on a réalisé un programme collaboratif au travers d'ateliers avec les habitants du quartier et avec les utilisations de l'école pour définir quels étaient les enjeux principaux du projet. Et les enjeux, ils ont été priorisés de la façon suivante, c'est-à-dire que cette école devait déjà apporter une meilleure visibilité et un meilleur rayonnement du quartier. Le quartier qui fait l'objet d'un PRU et donc qui va faire l'objet d'une forte restructuration. Cette école, c'est un petit peu le point central de ce PRU. Donc, valoriser le quartier et créer une école des sciences et de la nature, c'est-à-dire profiter des atouts écologiques de ce site, le site qui est bordé par un bassin au nord et par un parc à l'est. Profiter de ces atouts pour faire pour s'appuyer sur la biodiversité et en faire un support pédagogique. Ça, c'était vraiment un enjeu très fort. Et ensuite, intégrer cette démarche dans les ambitions du programme La Rochelle Territoire Zéro Carbone et donc de créer une réhabilitation vraiment exemplaire, tant sur les aspects carbone, environnementaux, biodiversité et intégration des utilisateurs. Donc, les parties qui ont été prises sur cette opération, c'est une démarche participative, à la fois sur la phase programme, mais également sur la phase conception. On a mené de nombreux ateliers collaboratifs avec les utilisateurs du bâtiment pour faire de la conception intégrée. On a décidé d'y adosser une démarche de haute qualité environnementale en mettant l'accent sur les aspects du confort thermique et notamment la prise en compte des effets du réchauffement climatique dans les scénarios de modélisation sur la thermique du bâtiment, notamment sur la qualité de l'air intérieur par rapport justement au public et également sur la réduction du bilan carbone et l'intégration de la biodiversité dans l'opération. Donc, vous pouvez passer à la slide suivante. Donc, il y avait un gros enjeu, notamment sur la matière, sur les matériaux. La stratégie qui a été prise, c'est de viser un scénario mixte de démolition, réhabilitation, reconstruction, pour préserver au maximum l'existant et donner une deuxième vie à ce bâtiment, plutôt que de le raser et de reconstruire un bâtiment ultra performant. C'est plutôt une volonté de frugalité. Donc, on maintient les deux ailes est et ouest qui sont en vert sur les images et on déconstruit la partie centrale qui manquait vraiment de visibilité pour reconstruire des ailes transversales au nord et au sud et profiter de ce patio central pour y accueillir la cour des maternelles. L'école accueille, pardon, je ne l'ai pas dit, des maternelles, des élémentaires, également un centre de loisirs et des locaux mutualisés pour accueillir des associations de manière ponctuelle. Donc, c'est vraiment une volonté d'ouverture de l'école et de mutualisation au maximum des espaces. Et donc, il y avait, ce que je disais, il y avait vraiment des enjeux matière importants et d'où cette idée de scénario mixte de démolition-reconstruction. On a également mené une démarche de réemploi pour valoriser au maximum les matériaux existants. Cette démarche, elle a été prise assez tardivement dans le projet, c'est-à-dire en fin de phase APS, mais on a réussi à réaliser un diagnostic ressources pour identifier les potentiels de réemployabilité des matériaux. Et à titre d'exemple, on va réemployer l'ensemble des sanitaires et des urinoirs, des éviers des urinoirs pour les réintégrer dans l'école. On va réemployer une bonne partie du mobilier pour refaire des structures d'agencement intérieur. On va réemployer des portails pour les reconditionner, pour faire des racks à vélo. On va réemployer les grillages extérieurs, etc. Donc, on fait beaucoup de réemploi in situ. Et on a identifié beaucoup de matériaux, notamment d'équipements techniques, qui vont être récupérés par les services techniques de la ville de La Rochelle pour être réutilisés sur d'autres projets, pour constituer des réserves pour tout ce qui est gros entretien maintenance. Donc, on a fait un gros effort pour jeter au maximum et éviter de consommer des ressources de nouveaux matériaux alors qu'on a des matériaux qui sont toujours utilisables. Donc, il y a eu un gros travail là-dessus. Vous pouvez passer à la slide suivante. Alors, je ne l'ai pas dit, mais on a fait également un gros travail sur la qualité de l'intérieur, notamment sur la ventilation naturelle assistée, sur la filtration au rez-de-chaussée avec de la ventilation double flux décentralisée, et également un gros travail sur les matériaux de construction, sur leurs étiquetages. Parce que ça, c'est une volonté forte de la ville de La Rochelle, qui mène depuis pas mal d'années des travaux sur la qualité de l'intérieur, notamment dans les écoles. En termes de stratégie de réhabilitation, sur les aspects enveloppe et lot technique, donc l'existant, il va être isolé par l'extérieur avec des murs ossature bois isolés en paille.
La partie neuve, c'est-à-dire les ailes transversales au nord et au sud, elles vont être constituées de structures bois avec de l'isolation en botte de paille également. Et ensuite, pour tout ce qui est masque solaire, on a des claustras bois qui font office justement de brise-soleil pour se prémunir de tous les risques de surchauffe. On a modélisé le confort estival au travers de scénarios météo 2050 pour anticiper le réchauffement climatique. On obtient des niveaux de confort qui sont tout à fait satisfaisants, notamment en intégrant des scénarios de surventilation nocturne et des masques solaires. Et en termes de l'eau technique, oui, donc ventilation naturelle assistée quand c'est possible et double flux lorsqu'on a des contraintes vis-à-vis du bâtiment. Et ce projet aussi est raccordé à un réseau de chaleur urbain qui est alimenté à 74% par des énergies renouvelables, ce qui fait qu'on a un excellent bilan carbone sur le projet. Si vous passez à la slide suivante. Alors oui, pardon, avant de passer au bilan carbone sur les extérieurs, comme je disais, le projet, il a l'avantage d'être borduré par un bassin d'eau et par un parc à l'est. Et donc, on en profite justement pour créer vraiment des supports pédagogiques pour l'apprentissage, notamment vis-à-vis de la biodiversité, avec un ponton d'accès d'observation sur le bassin, avec des noues, avec des serres pédagogiques, des nichoirs, des hôtels à insectes, etc. Et sur la partie revêtement de sol, on a essayé de minimiser au maximum l'imperméabilisation des sols en trouvant le meilleur compromis entre justement les usages, la maintenance et les aspects plus environnementaux. Donc, on a un patchwork de différents sols avec à la fois des sols souples, stabilisés, du béton désactivé, mais également des pavés enherbés, des copeaux de bois, en regardant vraiment de manière assez fine en fonction des usages où mettre le bon matériau au bon endroit. Et donc, oui, pour terminer, ce que je disais en termes de performance du projet, donc on a vraiment travaillé sur le bilan carbone, notamment en travers de cette volonté de réhabilitation. Donc, on obtient un niveau carbone 2, ce qui est un très bon niveau. Et ça grâce aux efforts faits sur les matériaux, notamment les matériaux biosourcés, sur le réemploi et également sur le volet énergétique, grâce à ce réseau de chaleur qui est alimenté principalement par des énergies renouvelables. Et sur les niveaux énergétiques, on obtient un niveau E3, donc c'est un projet qui est E3C2. On visait un niveau E2C2 en phase de programmation, on arrive à un niveau E3C2 grâce à l'implication forte de la maîtrise d'œuvre, de l'architecte et du maître d'ouvrage. Donc on est très satisfait de ce résultat. Voilà, et je pense qu'il y avait un dernier transparent. Non, voilà, c'était tout. C'est tout pour moi. Très bien. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Merci à tous les deux pour cette présentation très, très riche et très complète. J'imagine que vous avez des questions. Je m'adresse bien sûr aux participants. Donc, n'hésitez pas à utiliser le fil de discussion, le chat, ou sinon à lever la main pour prendre la parole directement et vous adresser à nos deux intervenants. Alors, qui pose la première question ? Peut-être, Monsieur Pérussel, j'ai été très impressionnée par la slide sur l'écosystème de partenaires, 130 partenaires, un consortium qui est véritablement impressionnant. J'imagine que c'est l'un des points forts de votre stratégie et c'est peut-être dû aussi à l'antériorité de la prise en considération de ce sujet. Ouais, très exactement. Ouais, c'est vraiment. En fait, on l'a présenté brièvement, mais sur certaines présentations, j'ai coutume de dire. Alors, je crois qu'il y a 760 plans climat, air et énergie territoriaux qui sont aujourd'hui développés en France. La stratégie de La Rochelle Territoire Zéro Carbone, c'est ni plus ni moins qu'une stratégie bas carbone, comme effectivement on en retrouve plein ailleurs. Alors, pourquoi ça marche chez nous? En tout cas, pourquoi ça marche un peu mieux chez nous? Parce qu'on est loin d'arriver aujourd'hui à nos objectifs, évidemment. Et effectivement, c'est grâce à ça, c'est en partie, c'est grâce à ce réseau local, comme je le disais au début, qui est extrêmement structuré. On est sur une ville et une communauté d'agglomération de taille moyenne aussi, donc il y a un réseau qui est très dense, très structuré, et effectivement très engagé depuis longtemps sur ces thématiques-là. Donc on est sur des partenaires qui sont très mûrs, très matures, et qui ont envie de faire. L'avantage aussi, c'était que l'appel à projet nous apportait des financements.
j'en ai pas parlé, mais c'est quand même 8 millions d'euros de financement pour des actions en subvention et près de 17 millions d'euros pour de la prise de capital dans des entreprises voilà, qui nous accompagnent également. Donc voilà, on avait un écosystème prêt, mûr, innovant et en même temps des subventions pour les accompagner, pour les faire aller de l'avant. Donc évidemment, c'est parfait pour nous. Très bien. Alors, j'ai 2 questions. Donc, la première, pouvez-vous nous en dire plus sur la participation citoyenne? Ouais. Ouais, je peux en dire plus. Alors, on l'envisage de plusieurs façons. Alors, on l'envisage d'abord d'intégrer le citoyen à la gouvernance même du projet. Et pour faire un parallèle qui sera jamais très, très juste, mais en fait, on organise un comité citoyen un peu sur le principe de la Convention citoyenne pour le climat. Et le tirage au sort a eu lieu mercredi dernier. Donc, on a 30 citoyens qui vont intégrer directement la gouvernance du projet et pouvoir faire des propositions, des critiques, évaluer le projet et puis effectivement l'accompagner sur les 7 ans de la durée de vie de notre candidature. Donc ça, c'est en 1. En 2, il y a effectivement comment on accompagne au changement de comportement aussi des habitants. Et là-dessus, on a énormément en fait d'outils d'animation, de sensibilisation auprès des habitants, notamment sur des questions de mobilité, où on va aussi faire intervenir le numérique sur ces questions-là. Donc voilà, des espaces aussi d'échange, de dialogue, et où là, on va plutôt s'intéresser à ce qu'on appelle les pionniers, c'est-à-dire les habitants ou les collectifs déjà engagés. On va leur offrir un espace de discussion, un espace de dialogue, un espace aussi où ils peuvent développer de nouvelles synergies, voilà, pour avoir des actions les plus vertueuses possibles. Et à côté de ça, on monte également un certain nombre d'appels à projets qui permettent de soutenir financièrement du coup les habitants, les collectifs, les associatifs qui auraient des projets justement qui vont dans ce sens de la sobriété carbone. Très bien, merci beaucoup. Et est-ce que vous pourriez, l'un ou l'autre, nous indiquer le calendrier des études avant le démarrage des travaux? Ça, c'est une question, j'imagine, pour la réhabilitation de l'école Lavoisier. Tout à fait. Les études ont commencé en mars 2020. Là, on a validé hier le rendu pro. On a déjà consulté les entreprises pour la démolition des amiantages, donc ça va se faire à partir de cet été jusqu'à fin d'année. Voilà. Et ensuite, le projet va rentrer en chantier et il va être livré à septembre 2023. D'accord, très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à lever la main. Donc, sur la mise en application, une autre question de la stratégie zéro carbone, imposez-vous des critères précis dans la phase de consultation, donc que ce soit en phase de conception ou de réalisation? Tu veux répondre, Florian? Alors, Une réponse si je me permets de reformuler la question au risque de mal le faire, pardon, mais est-ce que quand on parle de faire un projet La Rochelle zéro carbone, est-ce qu'on donne des critères derrière? Sur le volet construction, aujourd'hui, non, pas encore. Et en fait, ça va vraiment dépendre du contexte du projet. Par exemple, quand on a fait la consultation pour l'école Lavoisier, pour la maîtrise d'œuvre, on s'était donné comme objectif un niveau E2, C2, mais c'était assez nouveau pour tout le monde à l'époque. Et finalement, on s'est rendu compte qu'en travaillant intelligemment avec les différentes parties prenantes, on pouvait dépasser ce niveau-là. Mais ça dépend vraiment du contexte des opérations. Là, on est sur une opération déjà qui est raccordée sur un réseau de chaleur. C'est une opération pour laquelle on a pu faire de la réhabilitation. Et donc, on a fait du bilan carbone en réhabilitation, ce qui est voilà, en partie pris. Mais aujourd'hui, on n'a pas défini un critère de ce qu'est un bâtiment La Rochelle zéro carbone. On essaie surtout de préfigurer, de devancer un petit peu la réglementation thermique et de favoriser au maximum le recours à des matériaux biosourcés et si possible des matériaux biosourcés locaux. Très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à prendre la parole. Donc là aussi, hein, vous venez de souligner un élément important, Monsieur Battezzati. Donc l'appel vraiment à des constructeurs locaux, à des artisans locaux également. Alors ça reste un marché public. Oui. Donc on fait ce qu'on peut. Là, on va clairement demander une forme de traçabilité sur la provenance des matériaux, notamment sur le bois. Aujourd'hui, il y a un vrai sujet sur les appros en bois et sur les coûts matières, hein, ça échappera à personne.
Il se trouve qu'en Nouvelle-Aquitaine, on a un massif forestier qui est un des plus gros massifs forestiers de France, voire même d'Europe, avec beaucoup de feuillus et beaucoup de résineux. Et aujourd'hui, on a du mal à valoriser ces ressources locales. Donc, on ne peut pas l'imposer. Hein. Par contre, on essaie au moins de sensibiliser et de savoir ce qu'on fait sur cette opération et sur les autres opérations à venir. Il y a d'autres gros projets qui sont en cours sur La Rochelle. On essaie vraiment de travailler avec les filières pour sourcer au maximum des matériaux locaux. Parce que quand on parle du bilan carbone, dans la méthode de calcul du bilan carbone des bâtiments, on ne regarde malheureusement pas tellement d'où viennent les matériaux. C'est des moyennes qui sont faites. Et on essaie un petit peu d'inverser cette tendance et de se rapprocher des filières le plus en amont possible pour pouvoir viser au maximum des circuits courts. Surtout quand on a des filières régionales ou départementales qui sont présentes. C'est le cas du bois et c'est aussi le cas de la paille, du chanvre. Voilà, on essaie de pousser ces sujets-là dans le cadre de La Rochelle Zéro Carbone. Très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question? Il nous reste 2 minutes, 3 minutes. Le scénario mixte, Monsieur Battezzati, que vous nous avez présenté, il s'est imposé d'emblée ou est-ce qu'il y a eu quand même des études sur des possibles démolitions, reconstructions? Il s'est imposé à la suite des ateliers participatifs en amont du programme, c'est-à-dire avec les utilisateurs, les habitants du quartier, les services de la ville et le programmiste. Donc, il s'est co-construit, mais ensuite, il a été entériné dans le programme. Et donc, pour la consultation de la maîtrise d'œuvre, ça, c'était un invariant. D'accord, très bien. Pas d'autres questions? Bien. Eh bien, écoutez, Monsieur Boger, je ne sais pas si vous souhaitez prendre... Ah, quelle implication de l'équipe enseignante, effectivement. Et beaucoup de bravo et de remerciements pour la qualité de votre présentation. Donc, une action importante dans les écoles de sensibilisation, vous l'avez signalé. Oui. Une grosse implication à la fois pour l'élaboration du programme et aussi en phase conception. Donc, l'équipe enseignante a été fortement mobilisée. En plus, on était en période Covid, donc ce n'était pas évident. Mais en tout cas, il y a eu beaucoup de bonne volonté de la part des enseignants, mais également des animateurs du centre de loisirs, du rectorat. Et donc, on a fait un vrai travail de co-conception, co-création, j'allais dire. Et également avec les services de la ville, parce qu'ils sont aussi gestionnaires, notamment pour les espaces verts. Donc, c'était un sujet important, ça, de faire un projet co-construit. Et je tiens à dire, je cite quand même la maîtrise d'ouvrage, la ville de La Rochelle, Archi5 architectes, et tous les intervenants du projet, Aegis, etc., qui ont fortement. Moi, je suis juste l'AMO sur ce projet. Donc, c'était un vrai travail d'équipe qui continue d'ailleurs. Et c'est vraiment grâce à l'application de tous qu'on arrive à ce genre de résultat et on en est tous très fiers. Très bien, merci et un grand bravo. Monsieur Boger, vous souhaitez... Merci, désolé pour le retard. Merci beaucoup pour cette présentation et je trouve qu'on a effectivement là le bon exemple de ce qu'est le modèle intégré appelé dans le cadre du renouvellement urbain entre une politique publique qui est mise en place à l'échelle de l'agglomération et puis sa déclinaison ensuite sur les opérations. Et je trouve que votre exemple est assez parlant aussi sur le fait que ça ne ralentit pas l'opérationnel derrière. C'est-à-dire que toute la structuration que vous avez fait en amont, tout l'écosystème d'acteurs qui est mis en place en amont de l'opération, c'est un précieux temps gagné par la suite pour atteindre les objectifs qu'on fixe. Et on est vraiment là dans le passage entre une stratégie qui est posée au niveau des acteurs et qui est emmenée jusqu'à la réalisation sur l'opération, tout en intégrant les habitants. Et c'est ce que je trouve assez formidable dans votre exemple. Et effectivement, je trouvais très intéressant que vous puissiez témoigner lors de ces GRU et on vous en remercie.
Tout à fait, merci. Merci Monsieur Boger, merci encore Monsieur Battezati, Monsieur Pérussel, merci à l'ensemble des participants donc à ce retour d'expérience et donc bien sûr n'hésitez pas à vous rendre sur le site DGRU 2021 donc pour beaucoup d'échanges, un programme très très riche et beaucoup d'interactions avec l'ensemble des personnes qui participent et qui présentent de très belles réalisations. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à très bientôt. Merci encore.